Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va aborder l'anatomie du diaphragme thoraco-abdominal. Je vous conseille vivement de s'abonner à la chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez tester vos connaissances sur le diaphragme en répondant à des questions à choix multiples. Pour le plan du cours, on commence par avoir une petite introduction, puis on va voir la définition, le rôle du diaphragme, sa forme, sa projection osseuse, sa constitution anatomique, et on termine par voir la vascularisation et l'innervation du diaphragme. La fonction principale de l'appareil respiratoire est de fournir à l'organisme du dioxygène et de le débarrasser en même temps du dioxyde de carbone. Les muscles respirateurs sont responsables de cette mécanique ventilatoire et sont représentés essentiellement par un muscle qui est le diaphragme. Le diaphragme est le muscle inspirateur dont la fonction ou la mise en œuvre dans l'appareil respiratoire est tout à fait primordiale. D'autres muscles cervico-thoraciques et abdominaux agissent sur le mouvement de la cage thoracique lors de la respiration forcée. Le diaphragme est une cloison musculo-aponeurotique qui joue un double rôle. Donc, c'est le muscle inspirateur principal qui a un rôle essentiel dans la dynamique respiratoire. Donc, il est inséré sur le pourtour de la cage thoracique ou l'orifice inférieur de la cage thoracique. Il représente une cloison qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Le diaphragme a la forme d'une voûte ou d'une double coupole à convexité supérieure. La coupole diaphragmatique droite est plus élevée que celle qui se trouve à gauche. La situation du diaphragme varie selon le mouvement respiratoire. Lors de l'expiration forcée, le diaphragme remonte jusqu'au quatrième espace intercostal à droite et jusqu'au cinquième espace intercostal à gauche. Lors de l'expiration ou lors de l'inspiration, les deux coupoles diaphragmatiques descendent chacune de 2 espaces intercostales. Pour sa constitution anatomique, le diaphragme présente à décrire 2 portions. Une portion verticale, postérieure, vertébro-lombaire et qui correspond au pilier du diaphragme. Une portion horizontale, sterno-chondrocostale, correspond aux insertions osseuses et cartilagineuses sur le sternum, sur le cartilage costaux et sur les dernières côtes. Le diaphragme est formé également par une partie charnue périphérique et formée par des fibres musculaires et par un centre tendineux au centre du diaphragme qu'on appelle le centre phrénique. Le centre phrénique a la forme d'une feuille de trèfle à 3 folioles, une foliole antérieure, une foliole latérale gauche et une autre foliole latérale droite. Au niveau de la foliole latérale droite est creusé le hiatus de la veine cave inférieure qui livre passage à la veine cave inférieure. Pour la portion charnue périphérique, elle présente 3 portions. Une portion sterna s'insérant sur la partie terminale du sternum, une portion chondrocostale s'insérant sur les cartilages costaux et les dernières côtes, et enfin la portion lombale ou lombaire qui s'insère sur les premières vertèbres lombaires. Pour la portion sternale, donc elle prend origine sur la face dorsale de l'appendice xiphoïde. Les fibres charnues qui en partent s'étendent en 2 faisceaux principaux qui convergent vers la foliole antérieure du centre tendineux. Donc ces faisceaux délimitent des interstices entre eux et entre la partie costale. Donc pour l'orifice ou l'hiatus médian,
Donc, il est rétroxyphoïdien et prend le nom de fente de Marfan. Latéralement, ces deux faisceaux délimitent avec les insertions costales la fente de l'arrêt ou l'hiatus costoxyphoïdien. La portion lombale, elle est verticale, elle est représentée par les piliers du diaphragme. Pour la portion lombaire, nous avons les piliers tendineux qui sont insérés sur la face ventrale du rachis lombaire et nous avons des piliers musculaires formés par des fibres musculaires. On commence par voir les piliers tendineux principaux. Nous avons deux. Le pilier gauche, il s'étend de la première vertèbre lombaire jusqu'à la deuxième. Il s'insère aussi sur le disque intermédiaire, c'est-à-dire L1, L2. Donc celui qui est à droite, c'est le pilier droit. Il s'étend de la première vertèbre lombaire et se termine sur la troisième vertèbre lombaire et il s'insère aussi sur les disques intervertébrales intermédiaires, c'est-à-dire L1, L2, L2, L3. Donc, il est plus développé que celui qui se trouve à gauche. Donc, les deux piliers se rejoignent en face ou en regard de T12 pour former le ligament arqué médian. Donc, ce dernier délimite avec la deuxième vertèbre thoracique l'hiatus aortique qui livre passage à l'aorte. Les piliers accessoires sont au nombre de deux, un à droite et l'autre est à gauche. Donc les deux sont insérés sur la face antérieure de la première vertèbre lombaire et s'étendent donc ils s'arrêtent au niveau du disque intervertébral L1, L2. Et ils se retrouvent en dehors des piliers principaux. En plus des piliers accessoires, nous avons le ligament arqué médial ou l'arcade du psoas tendu du corps de la première vertèbre lombaire et se termine sur son propre apophyse transverse. Et on termine par voir le ligament arqué latéral ou arcade du carré des lombes. Donc, qui est tendu entre le processus transverse de L1 et se termine sur le sommet de la deuxième côte, ou de la dernière côte. La dernière portion est la portion chondrosternale qui prend naissance sur les cartilages costaux du 7e jusqu'au 9e cartilage, aussi sur les côtes, donc la partie osseuse des côtes, donc sur la 10e, la 11e et la 12e côte, et aussi sur les limbes tendineuses tendues entre la 10e et la 11e côte, et aussi la limbe tendue entre la 11e et la 12e côte. Pour les orifices du diaphragme, nous avons deux types. Les orifices principaux qu'on appelle hiatus et nous avons aussi des orifices qui sont accessoires. Parmi les orifices principaux, nous avons en arrière l'hiatus de l'aorte ou l'hiatus aortique. Donc, c'est un orifice qui se trouve en regard de T12 et délimité par le ligament arqué médian et le plan osseux. Il livre passage à l'aorte et au conduit thoracique et il est un orifice qui est inextensible. Deuxième, il s'agit bien de l'hiatus œsophagien en regard de T10 ou de la 10e vertèbre thoracique. Il livre passage à l'œsophage et au nerf vague, donc il est délimité par les piliers musculaires, donc c'est un orifice qui est extensible. Troisième orifice, l'orifice de la veine cave inférieure, creusé dans la foliole latérale droite. Il livre passage à la veine cave inférieure en regard de la 9e vertèbre thoracique. Pour les orifices accessoires, nous avons trois types également. Nous avons des orifices qui sont en avant, des orifices antérieurs, représentés par la fente de Marfan ou l'orifice rétroxyphoïdien. Donc, qui est un orifice avasculaire et constitue une zone de faiblesse avec risque d'hernie, c'est-à-dire passage des éléments ou des organes abdominaux et qui font saillie dans la cavité thoracique. Nous avons également, de part et d'autre, la fente de l'arrêt ou le hiatus costosternal.
donc, et qui livre passage à une branche de l'artère thoracique interne. Nous avons des orifices latéraux entre les différents faisceaux chondrocostaux qui livrent passage aux nerfs intercostaux. Donc, en postérieur, c'est-à-dire concernant la portion lombaire, nous avons l'hiatus médial qui est délimité entre le pilier accessoire et les piliers principaux. Nous avons le nerf gans-planchnique qui passe à travers cet orifice et à droite la racine médiale de la veine azygos et à gauche la racine médiale de l'hémiazygos, de la veine hémiazygos. Pour l'hiatus latéral qui est délimité entre le pilier accessoire et l'arcade psoas, où passe le nerf petit splanchnique, le nerf splanchnique inférieur et la chaîne sympathique. On termine par voir la vascularisation et l'innervation du diaphragme. Le diaphragme est irrigué par des artères qui viennent de l'abdomen. Donc, il s'agit des artères phréniques inférieures naissant de l'aorte abdominale à la hauteur de T12. Également, il reçoit des artères phréniques supérieures représentées par les artères phréniques supérieures qui naissent de l'artère thoracique interne. Pour la vascularisation veineuse, donc elle est sensiblement calquée sur la vascularisation artérielle. La vascularisation lymphatique, donc la lymphe du diaphragme se draine vers les nœuds lymphatiques latéro-aortiques qui sont dans l'abdomen et aussi vers les nœuds, essentiellement vers les nœuds médiastinaux-thoraciques. L'innervation motrice du diaphragme est assurée par les nerfs phréniques droit et gauche qui sont des branches terminales du plexus cervical C3, C4 et C5, essentiellement du quatrième nerf spinal cervical. Voilà, on termine par cette évaluation. Donc, pour tester vos connaissances, vous pouvez répondre à ce QCM. Donc, on commence par la première question. Concernant les piliers du diaphragme, indiquez les propositions justes. Donc, le pilier en grand A gauche s'étend de la première à la troisième vertèbre lombale et sur le disque intermédiaire. En grand B, le pilier droit s'étend de la première à la troisième vertèbre lombale et sur les disques intermédiaires. En grand C, le pilier droit s'étend de la première à la deuxième vertèbre lombale et sur les disques intermédiaires. En grand D, le pilier gauche s'étend de la première à la deuxième vertèbre lombale et sur les disques intermédiaires. Enfin, en grand E, les piliers accessoires sont insérés sur L1 et le disque intervertébral L1, L2. Donc, je vous accorde quelques secondes pour réfléchir et répondre. Voilà les bonnes réponses. En grand B, le pilier droit s'étend de la première à la troisième vertèbre lombale sur le disque intermédiaire. Donc ça, c'est une bonne réponse. En grand D, le pilier gauche s'étend de la première à la deuxième vertèbre lombale sur le disque intermédiaire. Donc il est plus court que le droit. Et les piliers accessoires sont insérés uniquement sur L1 sur le disque intervertébral L1, L2. Deuxième question. Concernant les ligaments du diaphragme, indiquez les propositions justes. En grand A, le ligament arqué accessoire est tendu entre la 9e et la 10e côte et entre la 10e et la 11e côte. Grand B, le ligament arqué médial est tendu du corps de L1 jusqu'à son propre processus. En grand C, le ligament arqué médial est tendu entre le processus transverse de L1 et le sommet de la 12e côte. En grand D, le ligament arqué latéral est tendu entre le processus transverse de L1 et le sommet de la 12e côte. En grand E, le ligament arqué accessoire est tendu entre la 10e et la 11e côte et entre la 11e et la 12e côte. Je vous accorde quelques secondes pour réfléchir et répondre. Alors, les bonnes réponses sont le ligament arqué médial est tendu
du corps de L1 jusqu'à son propre processus. Donc, c'est le ligament arqué médial ou l'arcade psoas. La réponse D également elle est juste. Le ligament arqué latéral est tendu entre le processus transverse de L1 et le sommet de la deuxième de la deuxième côte. Et enfin, le ligament arqué, la réponse E, le ligament arqué accessoire est tendu entre la 10e et la 11e côte et entre la 11e et la 12e côte. Voilà.